La table ronde qui nous occupe là, elle est dans la droite ligne de ce qu'on vient de se dire juste avant. On va faire un tour de table, les uns les autres, en commençant avec vous, François, si vous voulez. Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à votre activité de la première table ronde que nous venons de faire ensemble? Alors moi j'ai retenu plein de choses, mais je pense que la première chose que je citerai, c'est que je pense qu'effectivement les Jeux Olympiques, c'est un accélérateur de projet. Et c'est clairement ce qui va se passer dans notre domaine aussi de l'immobilier logistique. On n'a pas vraiment beaucoup parlé des entrepôts logistiques, je comprends, c'est pas tellement un thème fait pour les Jeux Olympiques, encore que la logistique des Jeux Olympiques, c'est un vrai thème également. Oui, là, on va le faire avec vous. Hein. Mais on a parlé de la mobilité, et vous avez dit que la mobilité, ça allait être un souci, et donc la mobilité, c'est pas uniquement celle des personnes, c'est également celle des marchandises, et donc des véhicules qui la transportent. On a parlé également des problématiques de rareté de foncier ou de prix de terrain ou de prix de logement. On aura le même phénomène évidemment pour les entrepôts logistiques, et c'est pas comment dirais-je, une problématique simple, c'est une problématique compliquée. Et on va aussi avoir une problématique qui va redessiner, j'allais dire, la carte logistique de l'Île-de-France, en tous les cas qui va, je l'espère, l'améliorer, parce que 13 ou 14 millions d'habitants en 2024, il va falloir les nourrir. On est aujourd'hui, et ça c'est un point important à souligner et à se rappeler, on est aujourd'hui dans un monde où l'e-commerce est en train de structurer complètement la société de façon complètement nouvelle. Et l'entrepôt est au cœur de cette nouvelle structuration. Donc la logistique, évidemment. Donc la logistique, bien voilà. sûr. Guillaume Savard, vous, par rapport à ce qu'on s'est dit, c'est vrai qu'on a parlé immobilier et particulier et entreprise. Pour CBRE, qu'est-ce que vous avez retenu ? Moi, c'est le thème de la mobilité, des accès transport. On sait que pour qu'un territoire fonctionne, il faut qu'il y ait un foisonnement de moyens de transport. Et ce qu'il va falloir réussir pour que ces JO soient un succès et qu'ensuite Saint-Denis soit un territoire à part entière avec des perspectives hyper, c'est que les transports soient au rendez-vous. Sébastien Maty, pour terminer ce tour de table par rapport à ce que nous nous sommes dit juste avant, évidemment, il y a tous ces travaux, tous ces chantiers en train de sortir de terre et dans les 10 ans qui viennent, ça va être un véritable phénomène pour la région. Exact, et une formidable opportunité, de manière certaine, un marqueur très important pour la métropole Paris, dans le cadre dans un phénomène un peu mondial d'émergence de métropoles qui vont maintenant quasiment prendre le pas sur les nations. Donc pour Paris, c'est évidemment une formidable opportunité. Un beau laboratoire de construction de la ville. Et je dirais que là, la table ronde était bien construite et j'ai beaucoup aimé la rencontre des véhicules avec les chantiers dans Paris. Il y a cet enjeu des Jeux Olympiques, mais il y a aussi un historique, un retour d'expérience quelque part. Il y a eu les JO de Londres, il y a eu les JO de Barcelone. On en a parlé, il y a toujours le risque, le fantasme de se dire, parce qu'il y a eu des exemples aussi à Athènes ou à Rio de Jeux Olympiques qui finissent par coûter très cher, voire par tuer une croissance dans un pays. Vous, votre retour sur Londres et sur Barcelone, comment est-ce que vous avez analysé ce qui s'est passé là-bas et ce qui peut se passer chez nous ? Alors les JO de Londres ont été un succès, je crois que tout le monde le dit. Vous le savez sans doute, mais le territoire qui avait été sélectionné se situe à l'est de Londres. Il s'appelle une commune qui s'appelle Stratford. Et quand Londres a été choisi, c'était en gros un territoire laissé à l'abandon. Et le projet a réussi. Les Anglais ont eu 7 ans pour s'organiser. On a parlé tout à l'heure, M. Chartier, on a parlé de la gouvernance. Ils ont mis en place une gouvernance spécifique. L'État et l'équivalent de la région à Londres ont pris la main sur l'organisation de l'aménagement. Et le permis d'ensemble, le permis de construire de l'ensemble, par exemple, a été délivré en 8 mois, ce qui est un exploit, je pense, pour les Anglais et a fortiori pour nous. Donc le sujet de la gouvernance a été bien adressé, avec une gouvernance simple, unifiée. Deuxièmement, l'ensemble des aménagements ont été pensés dans la durée. Donc les installations sportives ont été imaginées dans le cadre d'un schéma directeur à 30 ans. Et puis troisièmement, les Anglais sont malins, on le sait bien, on a souvent payé pour le savoir. Les infrastructures ont été conçues non pas pour un événement unique, les JO, comme ça l'a été au Brésil ou en Chine, mais de manière modulaire pour que la jauge des différentes installations soit adaptée aux besoins des communautés qui allaient ensuite les utiliser. Donc c'est vrai qu'à Paris, on a perdu face à Londres, précisément, en 2012. Et là, visiblement, c'est ce qu'on retient aussi, le succès et la philosophie de 2012 à Londres pour Paris. Hein, c'est ce qu'on a mis en avant. Absolument, c'est ce qu'on a dit. 80% des installations existent. Le territoire en question, la Seine-Saint-Denis, pleine commune développement, travaille depuis 15 ans sur l'aménagement de ce secteur.
Donc on va bénéficier d'un effet de second souffle. Et de ce point de vue-là, on est absolument persuadé chez CBRE que ce sera un succès. Barcelone, il y a les mêmes causes et les mêmes effets, il y a la même lecture? Barcelone, c'est très différent. Il y a 4 territoires de la ville qui avaient été choisis. Ouais. Et je crois que plus de 40% des investissements ont été réalisés dans les infrastructures de transport. Donc de ce point de vue-là, ça nous semble être un parallèle intéressant avec Paris. Barcelone a profité des JO pour remettre à niveau complètement son infrastructure de transport, enterrer le périphérique, créer des lignes de métro, etc. On l'a beaucoup dit, Guillaume, dans la première table ronde, mais c'est vrai que la vraie métamorphose, elle est surtout pour le 93, pour la Seine-Saint-Denis. Vous pensez, vous, en termes d'aménagement d'immobilier de bureau, que le 93 a les moyens, la capacité de devenir un hub, y compris un quartier d'affaires? Alors, on sait que pour qu'un quartier fonctionne, qu'il soit plus juste un territoire émergent des back-office, mais devienne un vrai territoire à part entière de la ville, qu'il faut qu'il y ait 3 conditions qui soient remplies, qu'il y ait un foisonnement des moyens de transport, je l'ai dit tout à l'heure, donc il y aura 5 lignes de métro, 2 lignes de tram qui vont désormais innerver ce secteur, et plus seulement la ligne 13 que je pense certains d'entre vous connaissent, et en connaissent les limites. Le deuxième élément clé de succès, c'est qu'il y a une masse critique en termes de bureaux, 500 000 m² dans notre estimation, ce sera atteint en Seine-Saint-Denis, dans le secteur spécifique des JO. Et le troisième, c'est qu'un territoire doit avoir des réserves foncières pour qu'il puisse s'étendre. C'était le cas à la Défense dans les années 60, ce sera le cas en Seine-Saint-Denis. Donc oui, on pense qu'à l'issue des JO, la Seine-Saint-Denis sera pleinement raccordée à Paris et fera partie vraiment d'un ensemble homogène qui ira maintenant bien au-delà de la première couronne. Sébastien Maty, je passe à vous parce que évidemment l'enjeu maintenant c'est la construction, c'est cette course contre la montre qui est maintenant décidée puisqu'on a une date butoir en 2024. Là c'est l'opportunité du siècle pour des activités de construction. Je ne sais pas si c'est on est au début du siècle. Ouais, on est au début du siècle, donc il faut lui laisser un peu de temps de se révéler. Mais évidemment, on a des contraintes qui s'accélèrent sur l'acte de construire, des difficultés à inscrire finalement cet acte de construire dans la construction de la ville. Enfin, l'exemple que je citais tout à l'heure de la percussion de la mobilité avec les chantiers en est un bon exemple. Des gros enjeux autour de notre capacité à mobiliser finalement les salariés de demain dans le secteur de la construction. Et là encore, on peut regarder ce qui se passe à l'étranger, avec des pays qui ont pris à bras-le-corps l'enjeu d'une évolution de ce secteur, avec la ferme intention de trouver des leviers de productivité qui ont été développés dans tous les autres secteurs, sauf peut-être celui du bâtiment. À Londres notamment, ou en Angleterre, on trouve le développement de la construction off-site, comment construire ailleurs que sur le chantier, pour améliorer les conditions de travail. C'est effectivement dans cette logique qu'on s'inscrit également. C'est le cas à Singapour aussi, qui connaît les mêmes enjeux et la même volonté d'y trouver des solutions modernes. Et évidemment, on s'inscrit dans cette logique de construction hors site, c'est-à-dire la construction des bâtiments en usine pour développer les éléments les plus finis possibles et réduire sur site les délais, les nuisances. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Surtout quand on a une date butoir comme c'est le cas là, il vaut mieux être efficace et aller vite. On est persuadé que c'est l'avenir de la construction et que ça permet de répondre aux enjeux modernes de notre société, sur lesquels, évidemment, en termes de timing, tout s'accélère. En général, on a une date butoir pour livrer et puis une décision qui prend du temps à venir. Mais alors, face à ça, face à ce qui se prépare et les changements qui s'annoncent, quelle est la vision que vous avez justement de la ville, du territoire et du rôle des promoteurs immobiliers au milieu de tout ça? Alors effectivement, notre rôle, c'est évidemment pas que de construire, mais d'imaginer les lieux de vie de demain. Et on a la conviction que l'immobilier, c'est un levier essentiel de la création de la qualité de vie pour les gens qui vivent dans les immeubles, mais aussi pour les entreprises, et on le dit souvent, un levier de performance pour les entreprises. Et ça, évidemment, c'est lié au bâtiment, mais c'est lié aussi à l'inscription du bâtiment dans son contexte. Dans la Smart City, l'immeuble, c'est une brique de la ville de demain, avec des enjeux qui sont très nets en termes de mixité. On le citait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à faire accepter des quartiers qui sont monolithiques en termes d'usage, mais aussi en termes d'évolutivité. Et là, on a aussi des réponses à trouver en termes d'immobilier. Comment assurer que les immeubles qu'on construit vont pouvoir s'inscrire dans l'évolution de la ville de demain? Vous êtes dans une logique de Smart City, on l'évoquait à l'instant, où vous avez un rôle crucial par rapport à cette Smart City, par rapport à cette ville intelligente.
il y a eu une opportunité en dessinant justement des hubs logistiques qui répondent au e-commerce et aux attentes des consommateurs de demain qui vivent dans ces villes. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je pense que les Jeux Olympiques, comme je le disais tout à l'heure, sont un accélérateur de projets et aussi de prise de conscience des pouvoirs publics. Aujourd'hui, on le sait assez peu, mais finalement, le secteur de la logistique, c'est devenu le 5e secteur économique en France. C'est celui qui a la croissance d'emploi la plus rapide. Et ça va continuer. Et je vous coupe, mais c'est vrai qu'on a eu les annonces il y a quelques jours d'Amazon, d'Alibaba lorsque le président Macron est allé en Chine. Et c'est de la logistique aussi quand même. Bien sûr, c'est de la logistique. Et cette logistique-là, elle va continuer d'exploser parce que le e-commerce, par nature, c'est structurellement une activité qui va générer de plus en plus d'entrepôts. Donc, j'allais dire, redessiner la carte des hubs logistiques en Ile-de-France, ou en tous les cas la compléter et l'améliorer, c'est clairement un enjeu fort. Et j'espère que 2024 sera pour nous l'opportunité d'accélérer dans ce domaine. Alors on est sur des entrepôts de plus en plus modernes, des entrepôts verticaux, presque j'ai envie de dire des entrepôts autonomes, c'est ça aussi qu'on nous vend comme modèle pour demain, des entrepôts qui vont devoir être écologiquement responsables, mais comme on évoquait la mobilité, comme on évoquait les voitures intelligentes et les voitures électriques, il faut aussi pour les véhicules qui occupent ces entrepôts et qui font la logistique, qu'il y ait des ressources électriques, c'est-à-dire que ce soit des entrepôts autonomes en termes d'énergie. Oui, tout à fait. Alors, juste un petit mot sur le partage des véhicules, parce qu'en fait, dans la logistique, vous avez des milliers de consommateurs dans un camion. Donc, ça existe déjà dans la logistique, le partage des véhicules, parce que par nature, on ne peut pas faire autrement. Pour en venir à votre question, très clairement, demain, on sera obligé d'imaginer des nouveaux entrepôts. On commence déjà à les imaginer. Donc, des entrepôts qui sont verticaux sur plusieurs étages. C'est très clairement ce qu'on voit à Tokyo et ce qu'on va voir en région parisienne par la force des choses. Ensuite, on aura des entrepôts qui seront intelligents, c'est-à-dire des entrepôts connectés, des entrepôts qui seront connectés entre eux, mais des entrepôts qui seront connectés avec les clients, des entrepôts qui pourront en fait apporter une performance à nos clients et donc qui seront complètement dans la recherche d'efficacité maximum des immeubles. C'est des entrepôts que nous avons déjà, nous, chez Prologis, on a déjà développé ces entrepôts. On en a 7 aujourd'hui dans le monde, ou 8 pour ainsi dire. En Europe du Sud, on en a 6. Le premier au monde qu'on a lancé a été à Lyon l'an dernier. Et ces entrepôts-là, on va les déployer dans le monde entier. Donc Paris sera une vitrine et sera clairement un point de focus pour Prologis. On n'a pas le temps évidemment de tout évoquer. Tout à l'heure avec Jean-Claude, on était sur le partage des véhicules. La voiture électrique, le poids lourd électrique ou la camionnette électrique, c'est presque déjà du passé, mais ce qu'on constate, c'est effectivement la capacité ben si, c'est déjà quelque chose qu'on maîtrise, mais en revanche, recharger ces véhicules-là, c'est un vrai problème. Les bornes de recharge rapide, on a du mal à en avoir. Alors demain, l'entrepôt, ça sera une station de recharge en fait, pour les véhicules électriques, pour livrer les derniers kilomètres, et même pour d'ailleurs les gros camions. Aujourd'hui, le prototype de camion électrique 35 tonnes, il existe, il fonctionne, il marche, il a une autonomie qui varie entre 400 et 800 km selon les modèles. Ils ne sont pas complètement tous éprouvés. Dans 10 ans, et dans moins de 10 ans, probablement qu'ils le seront. Donc l'entrepôt, ça sera en fait aussi un lieu de production d'énergie pour l'entrepôt lui-même, pour l'usage de l'entrepôt, mais également pour les véhicules électriques. Merci à tous les trois. C'était intéressant d'avoir votre regard de spécialistes et d'acteurs du secteur. Merci à vous tous.